raison, on se bat et on a un plaidoyer qu'on a lancé pour les élections présidentielles, mais qu'on continue de défendre et pour lequel on milite et dont l'axe numéro un, c'est la disparition des substances toxiques dans les lieux d'accueil du jeune enfant. Voilà, ça nous paraît faisable et fondamental. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Groslot. Elle est la créatrice de l'association La Belle Vie, ainsi que de la certification qui accompagne ce mouvement. J'ai découvert le travail de Claire il y a 4 ou 5 ans et j'ai tout de suite été très attirée non seulement par son énergie, mais par sa volonté de préserver nos enfants de toute substance toxique. Vous comprendrez tout en écoutant l'épisode, mais ce qu'il faut savoir, c'est que La Belle Vie est une association qui milite pour que les enfants puissent avoir accès à un environnement sain. Claire est écotoxicologue et donc maîtrise parfaitement ces sujets. Elle a créé, il y a plus de 20 ans, une méthode pour accompagner les lieux d'accueil dans leur transition écologique et sociale. Elle nous raconte tout dans cet épisode qui, je l'espère, vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Je vais plutôt bien. C'est bientôt le printemps, et voilà, j'ai une très bonne énergie. Eh bien, c'est parfait. Je suis très heureuse de te recevoir au micro. On en parlait juste avant de débuter cet enregistrement, mais ça fait des années, peut-être depuis 2019 ou 2020, qu'on a commencé à échanger et que j'avais repéré ton projet qui a bien évolué depuis. C'est fantastique. Tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Pour commencer, je vais t'inviter à te présenter. Et puis ensuite, on parlera bien évidemment de La Belle Vie et de tout ce que vous entreprenez autour de ce merveilleux projet. Merci, oui, oui, je suis très contente. Et effectivement, depuis nos premiers contacts, on a continué à faire progresser le projet, donc on a toujours plein de choses à se dire. Alors je m'appelle Claire Groslot, je suis née à Marseille, j'ai 55 ans, une formation, de biochimiste, microbiologiste et toxicologue de l'environnement. J'ai 3 enfants, 3 garçons qui ont, entre 23 et 20 ans et voilà et je vis entre le sud de la France et Paris. Donc enfin à moitié une partie de mon temps, une grande partie de mon temps dans le sud de la France et une petite partie, à Paris. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est La Belle Vie et comment tu en es venue à créer et imaginer cette entreprise, ce label, ce concept? Alors La Belle Vie, est une, association ou plutôt un groupe, associatif et entreprise puisqu'on a une SAS qui est filiale de l'association en propre, hein. Donc c'est un un groupement, qui a pour vocation d'accompagner à la transition écologique et sociale les lieux de vie. Et donc le premier lieu de vie que nous avons adressé, c'est le premier lieu de vie collective que tout le monde connaît bien, que sont les crèches. Et aujourd'hui, on a aussi, on commence à accompagner des assistantes maternelles et des centres de loisirs. Alors comment j'en suis venue à fonder parce que je suis la fondatrice de cette structure. En fait, moi, j'ai commencé, ma carrière professionnelle en tant qu'écotoxicologue, pour l'État. J'ai travaillé pendant, quelques mois, sur une étude d'impact, l'impact du salage des autoroutes, tu vois? C'était pour, une autoroute qui n'a jamais vu le jour, qui devait amener, les gens du sud vers les Alpes. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie chimique, pendant 4 ans, c'était très intéressant, mais au bout de ces 4 ans, j'avais envie, d'aligner mes convictions personnelles avec mon travail. Et puis je crois qu'il y a eu ce qu'on appelle, à 30 ans, j'avais 30 ans et ça s'appelle le retour de Saturne. Je plaisante un peu, mais non, c'est un moment où on peut se remettre un peu en question et où on prend des décisions.
des virages dans la vie. Bon, bah, j'ai pris un virage et j'ai décidé de quitter, le salariat, l'industrie chimique et de créer mon propre boulot, et de créer une association d'éducation à l'environnement parce que pour moi, ça me semblait être, vital et on était en 1998. Voilà. Donc ouais, donc c'était il y a, une vingtaine d'années. C'était complètement nouveau à l'époque, c'était des sujets qu'on adressait peu quand même. Quels ont été à ce moment-là tes 1 clients? Comment ça s'est passé pour cette première entreprise? Et puis ensuite on viendra à la belle vie, mais je trouve que c'est toujours super important de comprendre le terreau qui a permis en fait à un projet de voir le jour. Alors, en fait, au début, nous étions 2, un ami botaniste, écologue et moi-même et on avait l'intention d'adresser, le grand public, pour, nous, on partait d'un constat que le développement durable, pour nous, c'était pas une option, c'était juste, un moyen de survivre sur cette planète et on était abasourdis de voir que, le grand public, mais les entreprises et aussi les institutions et les dirigeants n'avaient pas compris ça et donc on voulait, tirer la sonnette d'alarme, on voulait sensibiliser, on voulait dire, «Eh oh, il faut, aujourd'hui respecter il est important de respecter la planète sur laquelle on vit, nos ressources et on s'en trouvera tous bien mieux» et en fait, tous les gens qu'on a contactés nous ont dit: «C'est très bien, mais revenez dans 10 ans, on n'est pas prêts» et puis, j'ai pris le temps d'avoir un enfant et j'ai découvert le monde de la petite enfance et notamment la crèche, de mon fils Pablo, le 1er qui était une halte garderie à Marseille qui s'appelle La Maisonnette et ben, j'ai envie de dire mes premiers «clients» entre guillemets parce que c'était beaucoup de bénévolat à l'époque, ça a été La Maisonnette, la crèche de Pablo, parce que j'ai constaté que les parents, de jeunes enfants, n'avaient pas le même comportement que moi et que pour eux la nature c'était, quelque chose qui faisait peur, qui était dangereux, qui était sale. C'est pas du tout ce que je vivais avec mon enfant et donc j'ai trouvé inquiétant que les jeunes enfants, soient éloignés comme ça des matières naturelles et des milieux naturels pour des raisons que je trouvais erronées. Voilà, donc j'ai commencé avec la crèche de Pablo en disant: «J'ai du temps, est-ce que vous voulez, je fais des ateliers avec les enfants?» et voilà, ils m'ont beaucoup aidée à monter, les premiers temps de sensibilisation et puis de fil en aiguille, j'ai fait de la formation pour les professionnels pour que ils puissent s'emparer du sujet même en mon absence et ensuite, on a créé avec les membres de l'équipe, de l'association, progressivement, on a créé, une méthode d'accompagnement à la transition écologique pour les crèches avec, les professionnels de terrain et avec, en connaissant de mieux en mieux leurs contraintes et leurs besoins. Et vous êtes allé même, au-delà puisque, au-delà de cet accompagnement, de cette formation, petit à petit, vous avez créé vraiment, presque une certification, je ne sais pas quel est le terme exact que tu emploies aujourd'hui, qui permet à des établissements, de petite enfance, à des crèches, d'être garantis comme un espace, de vie, sain pour, les enfants, et cetera. C'est ça. Alors, beh, tu vois, comme tu le remarques, c'est pas je parle pas en premier lieu du label, je parle en premier lieu, de la méthode et de l'accompagnement. Le label est quelque chose qui est venu, couronner, les progrès des premiers établissements qui se sont engagés dans la démarche et qui nous ont dit: «Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour qu'on soit, reconnus, par les institutions?» Ils avaient envie bah, d'un outil de reconnaissance et c'est ainsi qu'on a créé le premier les premiers, la première méthode de labellisation. Alors nous, on dit label et c'est un label, qui appartient à La Belle Vie, mais qui est décerné, dont les contours sont définis par un comité stratégique qui, qui, en fait, comporte la plupart des parties prenantes du monde de la petite enfance, les têtes de réseau petite enfance, de gestionnaires, tu vois? Les fédérations de crèches, publiques, privées, l'Association des maires de France, la CNAF, qui est la Caisse nationale d'allocation familiale, donc le financeur numéro un des crèches en France, le ministère des solidarités, voilà, on a un tour de table pour, qu'on appelle le comité stratégique qui définit les règles d'obtention du label et puis le label est décerné par les crèches qui ont elles-mêmes
fait tout un parcours complet qui sont elles-mêmes labellisées. Donc elles décernent le label sur dossier anonyme, hein, bien sûr, aux autres établissements qui postulent pour ce label. Il y a aussi dans le comité de labellisation des membres du comité stratégique régulièrement et puis aujourd'hui on y intègre aussi, tu vois, des professionnels de la petite enfance, notamment des formateurs, de professionnels, et progressivement aussi des familles pour, rendre ce label le plus, ancré dans le monde de la petite enfance. Et donc ce label, tu le disais, il est finalement assez, global. En tout cas, vous essayez d'intégrer, au processus un maximum, de personnes. Quelles sont les bases fondamentales, de ce label? Tu l'as dit, l'éveil, à la transition écologique, l'éveil à la nature. Quelles sont les fondations finalement de ce label? Si on rejoint, un établissement qui a été, labellisé, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que parents? Alors, c'est une question très importante, Jeanne, parce que, dans la transition écologique et avec tous les labels qui existent aujourd'hui, il est fondamental de comprendre ce qu'il y a derrière chaque label. Heu et donc il ne faut pas imaginer que quand on va dans une écolo-crèche, puisque c'est comme ça que s'appelle le label et que s'appellent les crèches qui s'engagent dans cette démarche, tu ne vas pas trouver nécessairement 100 de produits issus de l'agriculture biologique au repas, ni forcément des couches lavables, ni forcément un jardin extraordinaire. Le label récompense, des progrès. En fait, la démarche écolo-crèche est une démarche d'amélioration continue des pratiques, qui est ouverte à tout type de structure, qui s'engage à réduire son impact sur l'environnement et améliorer la qualité de vie pour les enfants et les professionnels au sein de son établissement. Donc ça veut dire que c'est un établissement qui fait la promesse de tout le temps progresser et il est labellisé si il a fait des progrès dans 3 des 10 grands items environnementaux qui sont abordés dans le label et sur l'ensemble des questions sociales qui sont abordées. Donc tu vois, il peut choisir alors les 10 items, environnementaux, c'est par exemple le bâtiment, l'eau, l'énergie, l'alimentation, les activités et jeux, le jardin et la biodiversité, les déchets, l'entretien des locaux, l'hygiène. Donc, l'établissement doit choisir au moins 3 de ces axes et doit avoir fait des progrès sur ces axes-là. Alors il peut en choisir plus. Souvent, les établissements choisissent 4, 5 grands axes à traiter et ensuite nous, ce qu'on demande et ce qui est exigé dans le label, c'est qu'ils fassent des progrès au moins dans 3 de ces axes. Voilà, et c'est des progrès notables et on ne fixe pas de limite ou d'objectifs à atteindre parce qu'on travaille beaucoup plus sur la motivation du directeur et la motivation de ses équipes à se donner les moyens de progresser et c'est ce qui fait que dans la grande, grande, grande majorité, enfin la très, très grande partie des crèches qui s'engagent, on observe des progrès qui sont incroyables et qu'on n'aurait pas imaginé atteindre. Et on a déjà vu des crèches, par exemple, faire, 70 d'économie d'énergie, tu vois? Alors que c'est fou, quoi et on voit des en moyenne, les crèches économisent entre 25 d'eau et 25 d'énergie. Heu, elles mettent en place en général, beaucoup plus de produits issus de l'agriculture locale et bio dans leurs établissements. Elles réduisent énormément les produits polluants utilisés, dans la crèche et notamment les produits d'entretien, mais pas seulement. Aussi tous les produits qui sont utilisés pour les activités d'éveil. Elles utilisent beaucoup plus de matériaux naturels. La plupart d'entre elles permettent aux enfants d'aller dehors beaucoup plus souvent et d'être dehors dans un endroit végétalisé où ils sont beaucoup plus en contact avec la nature. Ils réduisent beaucoup leurs déchets et font très attention notamment au gaspillage alimentaire. Voilà et en fait, on observe aussi toutes ces pratiques ont des vertus, sur la qualité de vie au travail puisqu'on observe une baisse de l'absence des professionnels en moyenne de 34 ce qui veut dire que les professionnels se sentent mieux au boulot et un professionnel qui se sent mieux au boulot, c'est aussi du mieux-être pour les enfants
et on observe, aussi une baisse des absences des enfants, une baisse des maladies des enfants et il y a certains établissements qui nous appellent en nous disant: «Bon, bah, moi cette année, j'ai pas de bronchiolite». Voilà, alors il faudrait faire une étude épidémiologique avec des cohortes, complètes pour bien comprendre, les chiffres et les établir correctement. Mais ce qu'on sait, c'est que, cette méthode a aussi des vertus sur la santé des jeunes enfants et ça, c'est très important à souligner. Voilà. Et dans le profil des établissements qui, demandent à rejoindre ce label, est-ce qu'on retrouve des crèches, uniquement privées, des crèches publiques? C'est ouvert à tout type de structure? Alors oui, oui, c'est vraiment ouvert à tout type de structure. Il n'était pas envisageable pour nous de limiter l'accès à une démarche environnementale, à une catégorie, de public. Pour nous, tous les enfants valent, que leur crèche, s'engage dans la transition écologique. Tous les professionnels valent d'avoir des meilleures conditions de travail et collectivement, on doit tous réduire notre impact sur l'environnement. Donc ça touche tout le monde et oui, il y a des crèches municipales, des crèches associatives, des crèches gérées par des entreprises et en fonction des années, on a plus de l'une ou de l'autre. Quand il y a des élections municipales, heu, bah, ça gèle un peu l'engagement des crèches municipales parce que, les communes, enfin selon la réglementation, tu vois, peuvent pas toujours engager, avoir des pratiques, mais donc ça dépend des années, voilà, mais c'est ouvert à tout type de crèche. Et vous avez étendu ce label, tu le disais au début de l'épisode, aux assistantes maternelles également? Exactement, quand on a vu les résultats, obtenus, dans les crèches et qu'on a pris connaissance, des conditions de vie, de travail des assistantes maternelles, on a eu très envie de développer une démarche pour elles. Je dis «elles» parce qu'elles sont très grandes, en très grande majorité des femmes et donc on a développé une démarche qui s'appelle Éco-accueil petite enfance et un label qui est dédié aux assistants maternels. Pour les assistantes maternelles ou assistants maternels, c'est, le même principe, c'est-à-dire qu'ils vous écrivent pour vous signifier leur envie, de rejoindre le label et là encore, ils vont choisir les piliers sur lesquels ils veulent s'appuyer à ce moment-là pour développer, une approche, plus écologique, plus vivante, avec les enfants, c'est C'est ça? exactement ça. En fait, ils prennent contact avec nous. Alors, il y a une démarche qui est accessible, qui est accessible complètement en ligne parce que les assistantes maternelles, ben, ont du mal à se déplacer pour aller en formation et à s'extraire, hein, de la présence des enfants parce qu'elles sont toutes seules. Donc on a fait une démarche adaptée à leurs conditions de travail. Elles ont quand même, accès à tous les temps, physiques qu'on propose, mais voilà, on a doublé cette possibilité en rendant la démarche complètement accessible à distance et oui, elles vont choisir, tout comme les crèches, les axes sur lesquels elles veulent progresser, sachant étant bien entendu que les assistantes maternelles travaillent de chez elles. Donc leurs choix vont aussi impliquer leur famille le plus souvent. Parce que si elles décident de changer, voilà des choses dans leur maison ou leur appartement, ça implique leur famille. Donc c'est aussi intéressant et pour nous, c'était fondamental qu'elles aient ce choix pour que ça soit le plus cohérent et durable possible pour elles. Voilà. Oui, bien sûr, c'est vrai que tu as raison de le rappeler, mais comme elles travaillent de chez elles, ça a un impact encore plus large que lorsqu'on le fait au sein d'une structure, extérieure à son propre, foyer, bien évidemment. Et alors comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous fonctionnez, vous, au sein de La Belle Vie? Puisque tu l'as dit, vous êtes à la fois, une association et que vous avez une entité, entreprise qui y est rattachée. Quelle est l'activité, de l'association? Est-ce que vous êtes nombreux au sein de l'association? Quelle est l'équipe de l'association? Pour que les auditeurs et les auditrices puissent se rendre compte un peu de tout ce que cela, implique puisque vous êtes quand même assez nombreux. Oui, alors on est, un peu plus de 20 aujourd'hui, répartis sur les 2 structures, hein, l'association et notre filiale entreprise, qui alors l'association a pour mission, bah, de créer les méthodes pour, chacun des publics, donc la méthode écolo-crèche, la méthode éco-accueil petite enfance, donc de faire, voilà, de développer des méthodes adaptées en fonction des contraintes de ces lieux de vie et on a en projet d'adresser d'autres lieux de vie, plus tard, notamment des lieux de vie inclusifs, des lieux de vie dédiés aux seniors. Donc cette partie est importante. L'association a aussi pour vocation de
d'animer les communautés, qui sont engagées dans ces démarches pour qu'elles puissent échanger entre elles, qu'elles puissent se renforcer, s'épauler et on est là aussi pour, les aider à structurer, tous les échanges et puis pour les soutenir. L'association fait aussi un travail de recherche et d'innovation. Alors sur les méthodes, je l'ai dit, mais aussi sur des sujets de fond comme, hem, le contact des enfants avec la nature, qu'est-ce que ce contact apporte? Donc on monte des programmes de recherche, par exemple, sur ce sujet avec le Muséum d'histoire naturelle, mais aussi, est-ce que les produits d'entretien écologique sont suffisamment performants pour, préserver, les enfants, de microbes pathogènes? Tu vois? Donc on fait des travaux de recherche comme ça pour, et de mesures d'impact. Donc il y a quand même des chercheurs, en parallèle de toi bien évidemment, qui a déjà cette casquette-là, mais il y a d'autres chercheurs au sein de l'association ou alors vous tissez, des partenariats avec des structures Oui, extérieures? on tisse des partenariats avec des structures extérieures parce qu'on n'a pas les moyens d'étoffer notre équipe avec, autant d'expertise sur autant de sujets. Donc on a quelqu'un qui coordonne les projets de recherche et d'innovation chez nous, mais on travaille beaucoup, tu vois? On a travaillé avec, le CHU de Nancy, on travaille avec des chercheurs, externes, en fait. Donc on aime beaucoup ces collaborations, comme ça on a aussi les gens les plus affûtés sur le sujet, à chaque fois, quoi. Donc voilà pour l'association et donc notre filiale, entreprise en fait, ben, fait les formations, développe les formations pour faire monter en compétences les professionnels qu'on accompagne et fait aussi, du conseil pour les gestionnaires, pour les aider à faire des achats plus durables, à mettre en place un projet adapté, à leur vision, hein, d'élus ou de gestionnaires d'entreprise ou de directeurs d'associations, de crèches et puis on fait aussi ils font des audits de contrôle dans les établissements pour s'assurer que ce que les établissements ont dit qu'ils faisaient est bien réalisé. Voilà. Bien sûr. Oui, pour qu'il y ait quand même un contrôle et qu'on puisse, être sûr, de ce qui est mis en place. Est-ce que vous avez fait un travail sur, les perturbateurs endocriniens? Est-ce que vous avez mené des études à ce sujet-là? Alors moi, c'est un sujet qui me passionne, c'était mon sujet de mémoire, donc forcément, c'est un sujet qui m'est cher. Mais, sur l'exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens, c'est un sujet finalement assez, méconnu et est-ce que voilà, vous formez aussi les membres des crèches, les asthmates, à ces problématiques-là? Tout à fait. On forme les professionnels à ces problématiques. Oui, on milite aussi, contre, enfin pour la disparition, des produits toxiques, au contact des jeunes enfants. Parce qu'il y a les perturbateurs endocriniens et il y a d'autres types de familles toxiques qui sont, des irritants, des toxiques pour la peau, pour les voies respiratoires, pour, l'ensemble des organes et qui sont malheureusement encore trop présents dans le monde de la petite enfance. Et donc oui, on forme les professionnels. On a, des formations qui permettent aux professionnels d'identifier les produits toxiques, qui peuvent se cacher dans leur pratique au quotidien et qui leur permettent aussi d'identifier les alternatives, parce qu'il y a bien des alternatives à ces produits-là et pour qu'ils puissent les mettre en place progressivement, en toute sécurité pour les enfants et en toute sécurité pour les professionnels. Parce que je rappelle, Heu, effectivement, pour les enfants, il y a une période de fragilité, très, très importante qui est la petite enfance. Mais il y a aussi les professionnels, hein, qui sont là et qui, sont au contact des produits utilisés en crèche, toute leur vie professionnelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on se bat et on a un plaidoyer qu'on a lancé pour les élections présidentielles, mais qu'on continue de défendre et pour lequel on milite et dont l'axe numéro un, c'est la disparition des substances toxiques dans les lieux d'accueil du jeune enfant. Voilà, ça nous paraît faisable et fondamental. Et à quelle échelle Alors, de temps, j'entends? pour nous, ça devrait être fait depuis avant-hier, heu, parce que c'est vraiment urgent. Moi, la première fois que j'ai vraiment passé du temps et une journée dans une crèche, je suis tombée de l'armoire de voir les produits, notamment d'entretien, qui étaient utilisés et qui sont toujours aujourd'hui utilisés dans beaucoup de crèches et qui sont des produits, extrêmement,
efficace contre, les virus, les bactéries, les moisissures, et autres levures et micro-organismes qu'on veut combattre. Mais pour moi, on utilise un bazooka pour tuer une mouche. C'est-à-dire qu'on utilise des produits qui sont beaucoup trop, toxiques et beaucoup trop, efficients, pour, un risque de maladie, de micro-organismes qui est très faible. Donc voilà, et il y a des alternatives, il y a des produits qui sont tout aussi efficaces contre les bactéries ou les virus pathogènes et qui sont beaucoup moins toxiques. Donc voilà, par exemple, tu vois, les produits d'entretien, moi ça fait, Pablo va avoir 24 ans, donc ça fait 24 ans que je traîne, dans le monde de la petite enfance et que je suis abasourdie par les produits utilisés. Mais, pendant longtemps, on nous a dit: «Ah bah oui, mais on va avoir des épidémies, heu, qui vont, heu, qui vont intervenir, parce que vous décidez d'avoir moins de produits d'entretien». Non, non, aujourd'hui, on montre que le savon, est extrêmement efficace et d'ailleurs, il l'est contre le SARS-CoV-2, le savon. Il est, virucide et il permet, de se défendre contre le virus du Covid. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui sont très efficaces. Il faut les connaître. Hem, dans le combat contre les micro-organismes, c'est pas qui peut le plus, peut le moins. C'est il faut utiliser la bonne méthode au bon moment avec la bonne fréquence en fonction du risque identifié, et pas utiliser des produits, très toxiques, tout au long de la journée. Voilà. Ça, c'est impossible. Donc, tu demandais le délai. Pour nous, c'est urgent, mais il faut une vraie prise de conscience, des gestionnaires, mais aussi des institutions, pour que le changement soit durable et se fasse, sans douleur pour les professionnels. C'est pour ça que votre approche est assez intéressante d'essayer de former en fait l'ensemble de la structure à ces sujets-là, à ces problématiques, pas seulement les personnes qui interagissent avec les enfants, mais d'avoir un spectre plus large. Tu le disais, ça peut être le gestionnaire de l'établissement, ça peut être, voilà, plus vraiment, ouvrir le cercle en fait. Oui, oui, complètement, il faut, embarquer tout le monde parce que, ce sont des mondes complexes comme, beaucoup d'autres milieux professionnels, et la responsabilité finalement, est répartie sur le gestionnaire qui est en responsabilité, mais aussi la directrice d'établissement et finalement chaque professionnel. Donc il est fondamental que les choix se fassent en connaissance de cause et que les raisons des choix soient comprises par tout le monde. Aujourd'hui, vous avez accompagné, et labellisé combien, d'établissements en France? Alors aujourd'hui, il y a plus de 800 crèches, qui sont, engagées dans la démarche, et presque la moitié d'entre elles qui sont labellisées. Il y a, une cinquantaine d'assistants maternels et un peu plus de centres de loisirs aussi qui sont engagés dans cette démarche. Voilà, je rappelle qu'il y a, plus de 14 000 crèches en France, donc il y a encore une marge de manœuvre. Il y a encore du travail, tout à fait. Est-ce que vous avez éventuellement, pensé vous rapprocher aussi d'établissements, scolaires, d'écoles? Là, vous êtes vraiment sur un focus petite enfance. À terme, toi, ta vision, c'est aussi, d'élargir ou, tu as mentionné aussi les établissements pour seniors. Voilà, quelle est la vision, de La Belle Vie pour ces prochaines, années? Alors déjà, la vision de la belle vie, c'est de se dire, étant donné qu'on a développé une méthode qui marche et qui impacte, on a envie de l'essaimer, la répandre le plus possible. Donc on a déjà, en vue un changement d'échelle pour les crèches et on vise d'engager, jusqu'à 2 500 crèches en France, pour arriver à une sorte de point de bascule dans le monde de la petite enfance. Parce que 2 500 crèches sur, 14 000 ou les 15 ou 16 000 qu'il y aura à ce moment-là, ça génère, selon nous, un nombre suffisamment important pour, inspirer des politiques publiques et que, à ce moment-là, l'ensemble du monde de la petite enfance, soit imprégné de cette façon de fonctionner, d'amélioration continue et d'engagements environnementaux et sociaux. Donc ça, c'est un des objectifs de la belle vie. Le second, c'est, d'essaimer auprès d'autres, publics. Donc on a commencé avec les assistants maternels et les centres de loisirs. Je t'ai parlé des lieux de vie inclusive et des seniors.
pourquoi pas les écoles? Mais aujourd'hui, il y a déjà des démarches en direction des écoles, notamment la démarche éco-école, qui fonctionne, bien. Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est nous rapprocher d'eux pour, faire part de certains outils qu'on a pu développer qui pourraient leur être utiles. Tu vois? On serait plus de cet esprit-là, plutôt que d'aller créer une démarche complémentaire, enfin, on voilà. Mais donc aujourd'hui, dans les écoles, il y a cette démarche éco-école qui existe, donc on ira plus, collaborer et créer des synergies qu'aller créer une démarche, en plus. Et alors il y a des publics, fragiles qui pour lesquels il n'y a pas encore de démarche, tu vois? Comme, les personnes, handicapées ou les seniors et où il y a un besoin très important. On a pensé aussi aux prisons, tu vois? On on s'est dit que et d'ailleurs, on avait été à un moment approché par le ministère de la Justice, parce qu'une méthode telle que celle-ci, où on regarde un peu les choses de côté, avec un prisme, où on sort du métier ou de la condition, enfin du quotidien et où on regarde les choses avec un peu plus de hauteur, ça peut être aussi, une bonne façon d'aborder des problématiques très lourdes comme celles qu'on voit en prison. Mmh. Bah, oui, c'est ce qui est intéressant avec votre démarche, je trouve, c'est ce regard finalement très général, très macro de la situation et le fait que vous soyez extérieur aussi, que toi tu aies ces casquettes-là, que les formations que vous avez développées permettent, de mettre en œuvre des actions qui ont fait leurs preuves. Je trouve que c'est ça qui est à valoriser, aujourd'hui, en fait. Oui, oui et c'est vraiment à ça qu'on sert. On sert un peu de mouche du coche, mais attention, je veux vraiment préciser parce que, complexe et global, chez nous, ça veut dire aussi accessible et pratique. Donc c'est pas parce qu'on adresse beaucoup de sujets, qu'ils sont, trop compliqués à aborder. On a vraiment à cœur et c'est pour ça toute la méthode qu'on a développée sert à ça. Ce sont les professionnels qui trouvent les solutions de terrain qu'ils vont mettre en œuvre et ça marche et on peut adresser comme ça des problématiques aussi complexes que l'alimentation, la pédagogie ou l'hygiène, et avoir des solutions pratiques, que les professionnels peuvent mettre en place et qui ont un impact très important. De toute façon, il y a vraiment juste à se rendre sur votre site internet pour comprendre que, vous n'avez pas l'intention de complexifier, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, mais de complexifier, la démarche. Bien au contraire, je trouve que c'est très fluide et qu'on comprend tout de suite, la volonté, que vous avez avec, l'association et l'entreprise. Est-ce qu'il y a une petite, actualité, quelque chose que tu as envie de partager avec les auditeurs et les auditrices, Claire, et puis après on leur indiquera comment vous retrouver et comment vous soutenir, comment vous suivre en ligne, mais aussi peut-être, dans la vraie vie. Oui, alors on a une actu, on est en train de travailler, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, sur, la question du contact des jeunes enfants, avec la nature. Et vous savez que bon, les expériences de nature, s'amenuisent et qu'on passe plus assez de temps en contact avec celles-ci. Et on a décidé avec le Muséum d'histoire naturelle, des chercheurs, spécialisés sur ces aspects, ces problématiques, de créer un programme pour inciter les adultes à vivre des expériences de nature avec des jeunes enfants. Alors que ce soit des parents, mais aussi des professionnels, de crèche ou des assistants maternels. Et donc de venir nourrir, on va créer une communauté de ces adultes qui vont vivre des expériences de nature avec les jeunes enfants, pour qu'ils puissent venir s'inspirer de pratiques à mettre en œuvre avec les enfants, dans ces conditions-là, qu'ils puissent partager leur propre expérience sur qu'est-ce qu'eux ont fait ou, font habituellement avec les jeunes enfants, au contact de la nature et ensuite ils pourront participer à un programme de sciences participatives où on va demander aux adultes de faire des retours sur ce qu'ils ont vécu avec les enfants, dans ce contexte-là. Et il y aura un chercheur qui va analyser ensuite l'ensemble de ces résultats pour nous permettre de montrer en fait qu'est-ce que l'expérience de nature partagée entre adultes et jeunes enfants apporte aux jeunes enfants, mais aussi aux adultes qui la vivent avec eux.
Ouais, Donc ça tu va être vois, très intéressant ça. ouais, on est un peu dans l'idée, tu vois, de que les adultes renouent avec des madeleines de Proust qu'ils ont enfouies de leurs vieux souvenirs de nature et qu'ils se réautorisent, à revivre, au sein de la nature dont nous faisons partie, je le rappelle. Voilà, donc on a, un peu envie, que ces expériences-là donnent, heu, envie aux adultes de urgemment se reconnecter à la mère nature. Est-ce qu'il y a des pays qui vous inspirent, particulièrement, qui toi t'inspirent particulièrement? Est-ce que tu as pu, échanger avec, je sais pas moi, des structures, à l'étranger? Alors, pas un pays en particulier. Je sais qu'il y a un gros focus sur les pays du nord de l'Europe depuis quelque temps. Ils sont inspirants sur certaines pratiques et puis d'autres, pays le sont, pour d'autres pratiques. Tu vois, il y a pas un pays en particulier, mais on entend beaucoup parler de la Finlande, du Danemark. Alors selon les pays, les enfants dorment dehors. Moi, ce que je pense que c'est intéressant et inspirant, mais il faut pas que ça nous donne des complexes. Hem, Tout ceci est réalisable chez nous et par nous et ça, c'est important de se le dire et ce qu'on veut montrer avec ce programme aussi, ce projet d'expérience de nature, c'est que la nature, elle est à la porte de chacun de nous, et qu'on n'est pas obligé de vivre à l'orée d'une forêt majestueuse. Tu vois, pour vivre avec la nature. La nature, c'est, le pigeon qui est dans notre rue, c'est, le petit oiseau qui vient à la fenêtre, c'est, l'abeille qui vient butiner, la petite fleur, qui a poussé entre, 2, dans une fente au milieu du bitume. Donc voilà, c'est tout ça. Mais attention, on plaide aussi pour reverdir, revégétaliser les centres-villes. Ça, c'est hyper important. Et les espaces de jeu, les cours de récréation, aussi. Complètement. C'est le 2e grand axe qu'on défend après la disparition des toxiques. Il y a évidemment la revégétalisation des centres urbains, redonner de la place à la nature et végétaliser, arborer, tous les extérieurs, des lieux d'accueil des enfants et des jeunes enfants. Mmh. Je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un film qui est sorti il y a quelque temps, j'avais eu l'occasion d'interviewer l'équipe du film, qui s'appelle La Cour des miracles et c'est justement une jeune prof qui arrive, dans une éc alors c'est une école, c'est pas une crèche, mais dans une école, en banlieue parisienne et qui, a envie de reconnecter les enfants à la nature et ça rejoint tout à fait ce que tu disais, qu'on n'a pas besoin de vivre, à l'orée d'une forêt, scandinave absolument majestueuse pour se reconnecter à la nature puisque là, c'est une école, à Aubervilliers et ils sortent, tout simplement dans les squares, aux alentours et elle met en place plein d'activités, ludiques avec les enfants et c'est vraiment la preuve, je trouve, que, qu'on vive, en ville, dans une ville, dans un village, dans une banlieue très dense et cetera. On peut tout à fait, si c'est la volonté de notre établissement scolaire ou de notre crèche, se reconnecter, à la nature et reconnecter les enfants, à la nature assez facilement finalement. Oui, oui, complètement. Alors évidemment, hein, donc c'est possible et ce qu'on veut dire par là, c'est pas de dire: «Mais oui, mais satisfaisez-vous, du petit square, où il y a, un arbre, malheureux qu'on a grillagé» Bien et évidemment. évidemment pas. Mais en tout cas, c'est le message, c'est de dire: bon, oui, nous demandons, aux communes, nous demandons à l'État de soutenir le verdissement et la revégétalisation d'un maximum d'espaces et de donner beaucoup plus de place à la nature dans nos lieux de vie. Ça, c'est un. Mais 2, nous n'attendons pas que ce vœu soit réalisé pour agir et donnons-nous les moyens d'aller au contact de la nature et donnons aux enfants la possibilité de le faire, c'est vital pour eux. Mmh. Eh ben, merci beaucoup Claire. On va terminer sur cette, note. Merci infiniment. J'invite les auditeurs et les auditrices à se rendre sur votre site internet, donc label, Label tiret, du milieu, comment dit-on? Tiret Tirer du du 6. tiret du 6, vie.org. Je sais que sur votre site, il me semble qu'il y a un appel aux dons, donc si on a envie de faire un don à l'association, c'est possible. Autrement, comment est-ce que les auditeurs et les auditrices du podcast peuvent vous soutenir?
Alors effectivement, il y a ces dons et qu'ils nous suivent sur les réseaux, qu'ils fassent écho de notre démarche, qu'ils fassent écho de nos événements, qu'ils en parlent autour d'eux, à leur crèche, à leur assistante maternelle, voilà et puis s'ils veulent être bénévoles et nous aider à être ambassadeurs et à essaimer, cette façon de voir les choses, autour d'eux, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils, rentrent en contact avec notre équipe. Merci beaucoup Claire, je suis vraiment super heureuse d'avoir eu l'occasion d'enregistrer avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un point d'ici quelques années avec plein de nouveaux projets pour la belle vie et plein de nouveaux établissements sensibilisés à ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne, à toi pour tout le travail que tu fais. Un grand bravo et merci de mettre, en valeur, tout notre travail. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.